Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Le problème n'est pas là. Francis Gosselin. Ça sonne comme une arnaque. J'ai-tu une bonne logique, moi, là? Mario Dumont. Dis pas que c'est pour faire plus d'argent. La rencontre. Gosselin, Dumont. Notre chroniqueur économique Francis, bonjour. Je te souhaite une bonne année. Je te souhaite la santé un petit peu, le bonheur un petit peu, mais surtout la prospérité. la fortune, Mario, j'aurais envie de dire. Bien sûr. Bon, tu commences l'année en nous faisant une espèce de palmarès par province canadienne de qui sont les plus économes, ceux qui épargnent. Oui, effectivement. Ben là, palmarès, j'irai pas très systématiquement, Mario, mais effectivement, là, on a quelques chiffres préliminaires sur l'épargne des ménages. Tu te rappelleras là, que pendant la pandémie, bon, les gens étaient confinés à la maison, il y avait énormément de transferts qui tombaient un peu du ciel, donc on a eu comme des pics là, d'épargne. Il y a certains individus, les Canadiens là, dans l'ensemble, épargnaient plus de 20% de leurs revenus disponibles. Puis là, on parle de revenus après impôt, là, donc il y avait 1/5 de ce qui nous restait qui était mis de côté là, donc pendant la pandémie. Depuis, bien évidemment, ça baisse, mais ça reste que la moyenne canadienne, Mario, là, se situe dans les hauts 5% et le Québec est loin en tête du reste, autour de 10%. Donc, c'est vraiment une très bonne nouvelle que les Québécois soient disciplinés, même si les temps sont un peu plus durs. Mais c'est quand même pas pire. Tu veux dire que globalement, au Québec, les revenus disponibles après impôt, il y en a 10% qui est épargné, qui est mis de côté par les gens. Effectivement, là, c'est fait que si tu gagnes, je sais pas, là, 50 000 t'en payes 15-20 000 en impôts, là, sur ce qui reste, là, il y a un 3-4 000 qui va en épargne à chaque, fait dans la dernière année, Mario, puis c'est vrai à différents... Ça inclut quoi? Ça inclut l'argent mis dans des REER, toutes les formes ça inclut tout, là. Ce sont des comptes nationaux, là. Fait que c'est sûr que si vous retirez de l'argent liquide puis que vous le mettez en dessous du matelas, là, c'est pas comptabilisé là-dedans. C'est effectivement dans des instruments d'épargne là, qui sont enregistrés, comme tu le dis. Encore une fois, c'est une très bonne nouvelle, justement, dans la mesure où on sensibilise énormément les gens là, à l'importance de mettre de l'argent de côté pour leur retraite. Clairement, il semble qu'au Québec, on fasse quelque chose en termes de communication, en termes de sensibilisation qui fonctionne. Puis quand, comme on l'a vu à l'écran pour ceux qui nous regardent, là, quand on voit d'autres provinces, la Saskatchewan et tout ça, où l'épargne est quand même la moitié là, de ce qu'elle est au Québec, on peut se poser la question du pourquoi. L'Alberta, où il y a pratiquement pas de taxe à la consommation, où l'impôt est une fraction de ce il est ici au Québec, n'atteint pas le même niveau d'épargne, ce qui est quand même assez étonnant. Les gens consomment, j'imagine, davantage, mais encore une fois, là, c'est une très bonne nouvelle pour le Québec. Petit bémol, cependant, Mario, les Québécois, quand on regarde leur valeur nette, là, ce qu'on appelle chez nous le vieux gagné, là, c'est-à-dire l'argent qui a été mis de côté depuis, justement, de génération en génération, puis depuis votre début de votre vie, bon, on est quand même en deçà de la moyenne canadienne, hein, qui est un petit peu en dessous d'1 million de dollars. Là, les gens, en moyenne au Canada, ont à peu près 1 million de dollars de côté. Au Québec, on est autour de 750 000. Donc, on a du chemin à faire, à rattraper. Mais encore une fois, quand je vois des chiffres comme ceux-là, je me dis qu'on est clairement sur la bonne voie. Transaction de géants là, dans le secteur de l'acier qui a été bloquée par Joe Biden. Oui, ben ça faisait pas mal l'unanimité à Washington, là, autant les démocrates que les républicains qu'ils ne souhaitaient pas que Nippon Steel, donc qui est l'entreprise japonaise majeure dans le domaine de l'acier, fasse l'acquisition de US Steel. Par contre, évidemment, là, on comprend pas tout à fait pourquoi. Tu te rappelleras, Mario, là, quand Couche-Tard avait voulu acheter Seven & I, là, qui possède les 7-Eleven, les Japonais avaient fait valoir qu'il y avait des enjeux de sécurité nationale. Je sais pas si ça te rappelle quelque chose. Les dépanneurs. Là, tu te demandes dans quoi est-ce que des dépanneurs sont un enjeu. Ben, c'est un peu la même chose. Les Américains ici font valoir des enjeux de sécurité nationale en disant il faut qu'on puisse avoir notre propre approvisionnement en acier, donc on ne souhaite pas que ça passe sous contrôle étranger. Le problème de fond, Mario, c'est que US Steel est une entreprise qui va très mal, qui est très peu concurrentielle sur les marchés internationaux et ça va de mal en pis. Donc, c'est assez difficile de voir
qu'est-ce qui va se passer avec cette entreprise-là. On voyait un peu Nippon Steel comme une bouée de sauvetage. Et donc là, comme la transaction capote, l'entreprise sous-investit en R&D, en productivité. Ses produits sont pas concurrentiels du point de vue du prix. Donc là, oui, on va mettre peut-être sous M. Trump des barrières tarifaires puis des subventions et tout ça, mais c'est pas garant là, d'une industrie qui va aller très, très bien. Puis plus on retarde là, éventuellement ces investissements-là, ou du moins les partenariats, plus ça risque de faire mal là, de l'autre bout. Faut dire aussi que Nippon Steel, à l'inverse, ont énormément, là, un peu à la japonaise, là, ont énormément investi en productivité, en R&D, en innovation, en technologie. Et donc, c'est un peu un des leaders mondiaux dans cet univers-là. Et l'idée d'associer le Japon et les États-Unis, c'était de faire face, évidemment, à la, entre guillemets, menace chinoise là, qui est en train de prendre à peu près tout. Et donc là, en restant séparés, ça va être de se battre en plus petite équipe contre le géant chinois. Donc, une assez mauvaise nouvelle. La plupart des analystes le disent, c'est une assez mauvaise nouvelle. On comprend la logique politique, mais du point de vue économique, c'était peut-être pas la meilleure chose à faire. Il y a l'augmentation générale des prix de l'épicerie, mais il y a certaines denrées là, très précises, très pointues, dont les prix ont juste explosé. C'était le cas du chocolat l'année passée, là, du cacao. Mais là, c'est le cas du café dont les cours internationaux là, atteignent des niveaux sans précédent. Oui, effectivement, Mario, puis c'est toujours un peu les mêmes histoires, quoique on a vu le cacao, j'en parlais pendant les fêtes avec Sylvain Charlebois, là, le spécialiste de l'Université d'Alousie, du jus d'orange. C'est comme si le petit déjeuner était sous assaut là, actuellement. Ce sont toutes des choses qu'on aime bien, là, justement, le jus d'orange, le chocolat, maintenant le café, qui augmente très rapidement. Il y a deux facteurs, là, c'est assez simple du point de vue économique. D'un côté, des enjeux de production, d'approvisionnement, un peu lié au changement climatique, un peu lié à différents enjeux de cet ordre-là. Et de l'autre, évidemment, la demande qui a augmenté de manière fulgurante pour le café. Et là, on revient à la Chine, encore une fois, Mario. Ouais. Les Chinois là, sont passés du thé au café pendant la nuit, là, grosso modo, et la demande mais c'est parce que c'est ça, mais c'est aussi... c'est aussi tout un mode de vie, là, c'est-à-dire le mode de vie d'une certaine classe moyenne en Europe ou en Amérique du Nord. Tu te lèves le matin, tu prends un café. Il y a une partie de la planète qui vivait pas comme une partie, des milliards qui vivaient pas comme ça. Mm-hmm. Puis là, tout à coup, je veux dire, je sais pas, ils deviennent une classe moyenne. Ils veulent quoi? Ils veulent une auto, un appartement ou un bungalow, une cafetière sur le comptoir. Mais tu sais, il y a des espèces de mode de vie qui s'installe. Donc, la demande pour certains produits suit ça, là. Oui, tout à fait, Mario. Et donc, ça fait en sorte que là, le prix qui était autour d'$1 la livre là, en 2020, pendant la pandémie, a augmenté à $2. Donc, il avait doublé. Ça a rebaissé un peu, mais là, aujourd'hui, on est autour de $3,50 la livre. Donc, ça a, grosso modo, multiplié par 3. Pour l'instant, là, ça se traduit pas tout à fait. Là, on verra pas des cafés à 18$ chez Starbucks de sitôt, mais toute la chaîne de valeur bouffe un petit peu de ses profits. Et tôt ou tard, Mario, c'est assez inévitable que les prix à la consommation vont aussi voir là, cette variation-là se refléter. Je sais pas combien on va payer, là, puis, je donne l'exemple de Starbucks, là, mais voir des cafés à $1, là, comme on l'a vu chez McDonald's ou chez Tim Hortons, je pense qu'on risque de plus revoir ça pendant un petit bout de temps. Et encore une fois, comme je l'ai dit, ça fait un peu partie, comme tu disais, de nos habitudes du matin. C'est un petit plaisir du matin. Donc là, encore une fois, le jus d'orange, chocolat, café, c'est un assaut sur le petit déjeuner. J'ai bien hâte de voir si on va réussir à contrôler tout ça puis à ramener les prix à un niveau acceptable. Francis, merci beaucoup. Bonne journée. Ça fait plaisir. À demain.